J'ai reçu un appel en pleine nuit pour conduire 320 km dans un blizzard, seulement pour trouver ma mère grelottant dehors devant une station-service. Mon frère et sa femme l'avaient battue et mise à la porte. Alors, je leur ai fait subir 10 fois pire. J'ai reçu un appel après minuit qui m'a arraché du lit. 320 km de verglas et de vent hurlant. Plus tard, j'ai trouvé ma mère recroquevillée devant une station-service, pieds nus dans la neige, le visage tuméfié et le corps tremblant comme une feuille. Mon propre frère et sa femme l'avaient battue et jetée dans la nuit comme si elle n'était rien. Ce moment a gravé quelque chose en moi, le serment qu'il ne s'en sortirait jamais comme ça. Ce qu'ils lui ont fait, je le leur ai fait subir 10 fois pire. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Dites simplement « j'écoute » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous êtes. J'adore savoir jusqu'où mon histoire porte. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Cela aide plus que vous ne le pensez. Je suis Alexander Kane, et voici comment ma famille a essayé de chasser ma mère de sa propre maison par le froid, jusqu'à ce que je riposte. L'appel est arrivé à minuit 7, me tirant de mon brouillard de paperasse et de café rassis. Mon appartement à Bosemont était sombre, à l'exception du scintillement d'une rediffusion d'une série policière à la télévision. La neige frappait la vitre comme un millier de petits points, et la rue en bas était déjà ensevelie sous une nouvelle couverture blanche. J'ai failli ne pas répondre au numéro inconnu, mais quand je l'ai fait, une voix a percé le grésillement avec un ton sans appel. Agent Dawson, police de Billings. Ma mère avait été retrouvée devant une station-service Kiko. Sans manteau, sans chaussures, errant dans la tempête, meurtrie, terrifiée, n'appelant que moi. 7 ans s'étaient écoulés depuis notre dernière conversation. 7 ans depuis qu'elle m'avait hurlé dessus parce que j'avais quitté la maison pour étudier le droit. M'accusant d'abandonner la famille alors qu'elle couvrait mon frère aîné, de toute sa fierté. Il avait toujours été l'enfant chéri, l'athlète, l'héritier du nom Kane. J'étais le trop sensible, le fauteur de troubles. Quand je suis parti, elle a clairement indiqué que je me choisissais au détriment d'eux. Je portais cette cicatrice comme une marque au fer rouge. Maintenant, Dawson me disait qu'elle refusait d'aller à l'hôpital, marmonnant que je saurais quoi faire. Il a laissé entendre quelque chose de plus sombre, des signes de violence, peut-être pire, mais elle avait déjà retiré son accusation. Ma mère, terrifiée, mais protégeant la main qui la blessait. Le paradoxe que je ne connaissais que trop bien. Je n'ai pas fait de valise. J'ai enfilé mon manteau le plus épais, j'ai glissé une trousse de premiers secours sous mon bras et j'ai attrapé les clés de mon vieux SUV. Au moment où j'ai pris l'île 90, le monde a disparu. Le blizzard a tout avalé. La route disparaissait sous la glace. 2 fois dans les 15 premiers kilomètres, mes pneus ont perdu leur adhérence, me faisant déraper vers des fossés que j'ai miraculeusement évités. J'ai gardé les mains crispées sur le volant, la mâchoire serrée, refusant d'allumer la radio. La seule bande-son était le vent qui hurlait comme un animal, les essuie-glaces qui crissaient sur la glace, et mon cœur qui battait à tout rompre dans mes oreilles. Le trajet était un tunnel à travers le temps. Chaque rafale de vent aveuglante ramenait des souvenirs que j'avais enfouis, me poussant dans les escaliers quand j'avais 9 ans. Le craquement de mon bras contre le carrelage, les semaines dans un plâtre pendant que maman me grondait de surréagir. M'enfermant dehors dans la neige. Mes dents claquant contre la porte vitrée pendant qu'elle me disait d'arrêter de causer des ennuis. Je serrais plus fort le volant à chaque kilomètre. À 4h15 du matin, après 320 km de silence glacial, je me suis glissé sur le parking du Kiko, les pneus crissant contre les monticules de neige déblayés. Mes phares l'ont immédiatement éclairé. Ma mère, accroupie entre une poubelle et le distributeur de soda gelé, les cheveux emmêlés, les lèvres gercées et saignantes, un hématome violacé s'épanouissant sur sa joue. Elle était pieds nus, tremblant si fort que je pouvais entendre ses claquements de dents à des mètres de distance. « Maman » ai-je appelé, ma voix s'étranglant sur un mot que je n'avais pas prononcé depuis des années. Elle a sursauté, puis m'a regardé comme si elle n'était pas sûre que j'étais réel. Je me suis agenouillé, enroulant la couverture de la police autour de ses épaules, la tirant contre moi, sentant à quel point elle était devenue fragile. « Je vais bien » a-t-elle murmuré d'une voix rauque, secouant la tête. J'ai juste glissé, je suis juste maladroite. Mais ses yeux la trahissaient, sauvages, fuyants, effrayés par une ombre qui n'était pas là. L'agent Dawson se tenait à proximité,
appuyée contre sa voiture de patrouille, le visage dur. Elle a dit que je l'avais mise dehors. Puis elle a changé son histoire. A dit qu'elle l'avait imaginé. Son regard a croisé le mien. Vous avez vu les bleus. Vous savez ce qui se passe. Je l'ai installée dans le SUV, mettant le chauffage à fond alors qu'elle se blottissait dans la couverture. Pour la première fois, elle m'a regardé directement, les yeux vitreux, et a murmuré « Ne le laisse pas tout prendre ». Puis elle a fermé les yeux, comme si les mots s'étaient échappés contre sa volonté. Le conflit n'était plus abstrait. Il était assis sur mon siège passager, enveloppé dans une couverture de police, couvert de bleu. Le sang contre le sang, la justice contre le silence. Alors que je l'emmenais loin de la station-service, une question me pressait la poitrine comme une lame. Comment convaincre une mère de dire la vérité quand le monstre qu'elle protège est son propre fils? À l'aube, la tempête s'était calmée, mais Billings s'était enseveli sous un silence blanc. Je nous ai enregistrés dans le seul endroit qui ne poserait pas de questions à cette heure-là. Le Moon Inn, un motel fatigué avec des rideaux jaunis par la cigarette, un chauffage qui cliquetait comme s'il allait exploser, et une odeur aigre persistante dans la moquette. J'ai doucement aidé ma mère à s'allonger sur le lit, les ressorts grinçant sous son petit corps. J'ai agi par instinct. Des années de travail juridique m'avaient appris à cataloguer des preuves, mais c'était ma mère, et mes mains tremblaient. J'ai nettoyé la coupure sur sa lèvre, bandé son poignet où le gonflement appuyait contre l'os, tamponné les ecchymoses marbrées qui fleurissaient sur ses bras. J'ai tout noté en détail, forme, taille, couleur, emplacement. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était à la fois le fils et l'avocat qui agissaient. Elle tenait une tasse de soupe du distributeur automatique, la vapeur embuant ses lunettes, mais ses mains tremblaient si violemment que j'ai dû la tenir pour elle. Elle n'osait pas croiser mon regard. Chaque fois que j'essayais, son regard fuyait comme un animal effrayé. Son vieux téléphone à clapet reposait sur la table de chevet, l'écran clignotant en rouge, 1% de batterie. Je l'ai branché sur mon chargeur et j'ai parcouru les messages vocaux. L'un d'eux m'a glacé sur place. La voix de Jay, basse, froide, méconnaissable. Tu m'as embarrassé, maman. Continue comme ça et personne ne te retrouvera la prochaine fois. J'ai sauvegardé le fichier, la poitrine en feu. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Il essaie. Il perd juste son sang-froid. Elle parlait comme quelqu'un qui répète des excuses, de la même manière qu'elle l'excusait autrefois de m'avoir poussé, enfermé dehors, cassé les os. Je me suis souvenu de la dernière nuit où nous nous sommes disputés, il y a 7 ans, dans cette même ville. Elle m'avait hurlé dessus dans la cuisine, encadrée par ses rideaux jaunes, me disant de ne pas revenir si je pensais être meilleur que la famille. Elle avait choisi l'ambition de Jay, son charme, son héritage, plutôt que moi. J'étais parti cette nuit-là en jurant de ne jamais revenir. Maintenant, j'étais là, lui donnant de la soupe à la cuillère comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, tout avait changé. J'ai fait une liste dans le carnet que je portais toujours sur moi. La station Kiko, notre ancienne maison, Madame Callahan la voisine, les dossiers médicaux, le cabinet d'avocats où ces documents avaient été signés. Les preuves devaient bien venir de quelque part. J'ai esquissé mon plan comme s'il s'agissait d'une affaire pour un client, ordonnance de protection, tutelle d'urgence, chaîne de possession pour les fichiers numériques. Quand j'ai insisté, elle a finalement murmuré, ne creuse pas trop. Ne le mets pas en colère. Ses doigts se sont crispés autour du gobelet en polystyrène, ses jointures blanches. J'ai su alors que ce n'était pas seulement de la peur. C'était du contrôle, le genre de cage que l'on porte en soi. Mais les cages ont des serrures, et les serrures peuvent être crochetées. J'ai rangé la chambre, tirant les rideaux pour me protéger du matin gris. La lampe projetait un faible cercle de chaleur sur le lit, où elle s'était endormie d'un sommeil agité. Je pensais aux voisins, aux papiers, à la maison qui ne semblait plus être la mienne. Quelque part dans ces ombres se trouvait la vérité. En rassemblant ses affaires, j'ai trouvé son portefeuille en cuir usé. À l'intérieur, plié entre des reçus, se trouvait un petit agenda en papier. Mon souffle s'est coupé. Sur la page d'il y a 2 mois, de son écriture familière et bouclée, était écrit « Montana Héritage LLC, transfert de propriété ». Un numéro de référence, le nom d'un avocat, et glissé à côté, un reçu déchiré d'un bureau de notaire. Le premier fil, la preuve d'un transfert qu'elle n'aurait pas pu comprendre pleinement, fait sous la contrainte,
la preuve que ce que j'ai voulu n'était pas seulement l'obéissance, c'était tout. J'ai glissé la preuve dans ma poche, son poids me tirant vers l'avant. La tempête nous avait presque ensevelis, mais dans son sillage, elle avait laissé une piste, et j'allais la suivre, peu importe sa profondeur. La maison des Kane paraissait plus petite que dans mes souvenirs, bien qu'elle portât encore ce faux vernis de stabilité, le genre d'endroit qui essaie de paraître sain de l'extérieur. La peinture sur le bardage était d'un brun patiné. Le porche avait la même chaise à bascule de mon enfance, et les rideaux brillaient faiblement d'une lumière jaune qui ne dégageait aucune chaleur. À l'intérieur, l'air empestait le désinfectant, comme si quelqu'un s'efforçait de nettoyer ce qui persistait. Le couloir m'a arrêté net. Chaque mur était tapissé de photographies, j'ai dans son uniforme de football, Sienna à des galas de charité, leur fille Luna souriant avec des rubans dans les cheveux. Mes yeux passaient d'un cadre à l'autre, et pas une seule fois je ne me suis vu. Je savais où j'aurais dû être, dans les coins des portraits de groupe, mais j'avais été découpé, comme si je n'avais jamais existé. Une photographie de Pâques 1999 avait un bord net, la partie où je me tenais autrefois avait été proprement tranchée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai capturé chaque image. La preuve de l'effacement était toujours une preuve. Je me suis agenouillé devant le placard de rangement sous les escaliers. La poussière recouvrait les boîtes en carton empilées à l'intérieur, mais l'une d'elles était marquée au feutre noir, 1999 Alexander. Mon pouce est accéléré quand je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des fragments de mon histoire, traités comme des déchets. Mon diplôme de fin de lycée, la lettre d'acceptation de l'université dont je me souvenais qu'elle avait été déchirée en deux. Quelqu'un l'avait recollée, comme pour se moquer du souvenir. Une carte d'anniversaire avec « Fier de toi » écrit en grosses lettres, mais sans nom signé en dessous. Je les ai replacées soigneusement, puis j'ai sorti la boîte pour photographier son contenu, en gardant ma respiration régulière. La cuisine sentait légèrement l'eau de Javel. J'ai ouvert les tiroirs jusqu'à ce que je trouve ce dont j'avais besoin, un reçu froissé d'un cabinet d'avocat local avec la signature de ma mère en bas, attaché au mot « Transfert de propriété, Montana Héritage LLC ». J'ai pris des photos et les ai immédiatement téléchargées sur le cloud. Le cloud était devenu ma police d'assurance, une que je ne pouvais pas me permettre de perdre. C'est dans le salon que la vraie révélation m'attendait. Un vase décoratif sur l'étagère semblait légèrement déséquilibré. Derrière lui, soigneusement câblé contre le mur, se trouvait un petit appareil déguisé en babyphone, mais il était pointé vers la cuisine. J'ai retiré la carte mémoire, l'ai glissée dans mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur Play. L'écran s'est allumé avec des images granuleuses. Il y avait Jay, grand et calme, le visage tordu de colère. Ma mère se tenait au comptoir, disant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Puis sa main a giflé son visage. Elle s'est effondrée au sol, sa tête heurtant le bord du comptoir. Sienna est passée, l'expression vide, et d'un geste rapide, elle a ajusté la caméra pour capturer plus clairement les suites avant de s'éloigner. L'horodatage indiquait exactement 21h03, la nuit de la tempête. L'air dans mes poumons est devenu tranchant comme un rasoir. Ce n'était plus des chuchotements et des demi-vérités. C'était l'enregistrement indéniable de la violence. Une voix m'a surpris. « Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas ?» Sienna se tenait dans l'embrasure de la porte, un peignoir de soie noué à la taille, une tasse de café pendant de sa main comme si elle m'avait observé depuis le début. Son ton était amusé, mais ses yeux avaient une lueur dure. « Tu disparais pendant des années, tu abandonnes ta mère, et maintenant tu débarques en jouant les sauveurs. C'est pathétique. » J'ai réglé mon téléphone sur enregistrement, gardant ma voix calme. Ce qui est pathétique, c'est de prétendre que c'est normal. Ce que j'ai vu ce soir tiendra devant un tribunal. La violence n'est pas quelque chose que l'on peut effacer avec de l'eau de Javel. Elle a souri avec mépris. Tu crois que quelqu'un va te croire? C'est toi qui t'es enfui. J'ai construit cette famille, pas toi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai remis la carte dans ma poche, déjà synchronisée sur le cloud. Mon travail ici était terminé. Avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil au bureau de Jay. Parmi ces contrats éparpillés se trouvait un intitulé « Accord de consultation » signé des initiales CH. Mon instinct m'a dit que c'était Caleb Holt, l'homme d'affaires dont j'avais entendu parler par les voisins. Je l'ai noté dans mon carnet. Le symbolisme m'a accablé en sortant, la photo avec mon visage découpé, la caméra cachée à la vue de tous. Ils avaient essayé de m'effacer, de cacher sa douleur,
mais la vérité a une façon de vous regarder en face, même depuis les ombres. Cette nuit-là, dans le motel, j'ai renommé le fichier vidéo « Preuve Marjorie Rowinfort » et j'en ai téléchargé plusieurs copies. Puis, sans un mot, j'ai envoyé à G une image fixe de la séquence, sa main levée contre la joue de notre mère. Aucune explication, aucun message, juste la preuve que j'avais tout vu. Une déclaration silencieuse que le combat avait commencé. De retour au Moonlie Inn, les heures s'écoulaient lourdement. Le chauffage gémissait contre le froid. La soupe que j'avais réchauffée pour ma mère remplissait l'air de l'odeur métallique du bouillon en conserve. Pourtant, elle y touchait à peine. Elle était assise sur le bord du lit, la couverture remontée jusqu'au menton, les yeux fixés sur le sol, comme si me regarder pouvait déclencher quelque chose qu'elle ne pourrait pas contrôler. J'ai posé mon ordinateur portable sur le bureau et j'ai lancé la vidéo de la maison des Kane. Quand j'ai tourné l'écran vers elle, elle a porté ses mains à sa bouche. Un sanglot étranglé s'est échappé avant qu'elle ne se force à retrouver le silence. Ça ne s'est pas passé comme ça, a-t-elle dit rapidement, secouant la tête, des larmes coulant sur son visage. J'étais confuse. Je suis tombé. J'ai imaginé le reste. Je me suis accroupi devant elle, lui tenant les mains pour les stabiliser. Tu n'as plus besoin de justifier ça. Tu n'es pas seul. Je suis là maintenant, et je ne repartirai pas. Ses épaules tremblaient. Un instant, elle a ressemblé à la femme que j'avais connue avant que tout ne s'envenime, avant le favoritisme, les disputes, les années de silence. Puis sa voix s'est brisée. Il a dit que si je ne signais pas les papiers, il prendrait Luna. Il a dit qu'il l'enverrait quelque part où je ne la retrouverais jamais. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Les mots m'ont frappé comme un coup. Il ne s'agissait pas seulement de sa sécurité. Luna, ma nièce de 8 ans, était prise au milieu de tout ça. J'ai menacé d'utiliser sa propre fille comme moyen de pression. J'ai ravalé la colère qui me brûlait la gorge et j'ai stabilisé ma voix. Il ne la prendra pas. Pas tant que je serai là. J'ai appelé Riley Parker, une assistante sociale de confiance à Billings, et je lui ai tout expliqué. Nous avons discuté de la tutelle d'urgence, des ordonnances de protection, des mesures immédiates pour sécuriser ma mère et Luna. Le ton de Riley était ferme. Si je pouvais fournir les preuves, le tribunal écouterait. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que le vent tournait en ma faveur. Mais quand je suis retourné à mon ordinateur portable pour rédiger les requêtes, l'écran a vacillé. Des lignes de code ont défilé. Puis tout a disparu. Les documents que j'étais en train de construire, envolés. J'ai essayé les sauvegardes, pour les voir se dissoudre sous mes yeux. Mon pouce est emballé. Ce n'était pas un accident. Mon ordinateur avait été piraté. J'ai lancé des diagnostics, mais les résultats étaient clairs. Quelqu'un m'avait tout effacé. Mon dossier était supprimé avant même de pouvoir exister. Je savais exactement qui avait les ressources et la motivation. Je n'attendais pas les avocats ou les ordonnances du tribunal. Il était déjà dans mes fichiers, effaçant mes fondations avant même que je puisse les poser. La pièce est devenue plus oppressante, le chauffage cliquetant comme un battement de cœur arythmique. Ma mère était assise en silence, sa soupe intacte, les yeux vitreux, comme si l'abandon était sa seule option. J'ai su alors que je ne pouvais pas mener cette bataille seule. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai expiré lentement et j'ai pris une décision. Il y avait une personne qui pouvait rééquilibrer les choses. Declan Walsh, un vieil ami de Bozeman, le genre d'homme capable de trouver une faille dans n'importe quel pare-feu et de l'ouvrir en grand. J'ai enfilé mon manteau et je me suis assis sur le bord du lit, regardant ma mère. Repose-toi. Demain, tout change. Alors qu'elle sombrait dans un sommeil léger, je me suis glissé dans le couloir. La tempête au dehors s'était calmée, mais dans ma poitrine, elle venait à peine de commencer. Le rustis pur sentait la fumée rassie et le whisky bon marché, le genre d'endroit où les secrets collaient au mur lambrissé. Des enseignes au néon pour des bières bourdonnaient faiblement et un jukebox jouait une chanson country que personne ne semblait écouter. Quelques têtes se sont tournées quand je suis entré, le genre de regard rapide qui disait que les étrangers étaient remarqués ici. J'ai gardé les mains dans les poches de mon manteau, le téléphone déjà réglé pour enregistrer, et je me suis dirigé vers le bar où Caleb Holt était assis, sirotant un verre de bourbon. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, bien que sa silhouette portât encore cette sorte d'arrogance qui vient de trop d'accords conclus en coulisses. Il a souri en me voyant, comme s'il s'était attendu à cette rencontre.
Tiens, si ce n'est pas le fils prodigue, a-t-il dit en levant son verre. À quoi dois-je cet honneur? J'ai commandé un café dont je savais qu'il aurait un goût de cendre brûlée, plus pour avoir quelque chose à tenir que pour boire. Je suis venu vous poser des questions sur Montana Heritage LLC, ai-je dit d'un ton neutre. Son expression n'a pas changé, mais ses yeux se sont légèrement plissés. Il a fait tourner son verre, regardant le liquide ambré capter la faible lumière. Fais attention, gamin. Tu ne sais pas dans quoi tu mets les pieds. J'en sais assez, ai-je dit, en gardant ma voix stable. 200 000 $ déplacés du compte de ma mère sans son consentement, sa signature falsifiée. Et bizarrement, votre nom continue de tourner autour. Caleb a eu un petit rire bas et froid. Tu penses être le premier Kane à essayer de fouiner dans les affaires de famille. J'ai des amis puissants, le genre qui n'aiment pas qu'on les dérange. Il s'est penché plus près, son haleine chargée de whisky. Rends-toi service. Laisse tomber. J'ai appuyé plus fort sur le bouton d'enregistrement dans ma poche, comme pour forcer le téléphone à capturer chaque syllabe. Ça n'arrivera pas. Sa mâchoire s'est crispée. Peut-être que l'alcool lui a délié la langue. Ou peut-être qu'il voulait m'intimider. Quoi qu'il en soit, la vérité a fini par sortir. Tu crois que j'ai fait ça tout seul? J'ai eu 20% pour faire disparaître les choses. La paperasse, les signatures, les problèmes comme ta mère. Tout le monde prend sa part. C'était une confirmation, claire et accablante. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé un visage impassible, me forçant à ne pas montrer mon triomphe. La voix de Declan a alors bourdonné dans mon oreillette, son ton sec. J'ai retracé le transfert. 200 000 $ directement dans Heritage LLC. Ils l'ont fait sortir en plus petite somme. C'est une preuve irréfutable d'abus financier. Avant que je puisse répondre, un homme assis sur le tabouret de bar voisin s'est penché vers moi, son visage caché sous une casquette usée. Sa voix était basse, juste pour moi. On te suit. Ils t'ont à l'œil depuis le motel. Fais gaffe à tes arrières. Les poils de ma nuque se sont hérissés. J'ai jeté un regard autour du bar. Chaque ombre était maintenant une menace. J'ai remis le téléphone dans ma poche, je me suis levé et je suis parti sans finir mon café. L'air nocturne était glacial contre mon visage alors que je traversais le parking. Mon SUV était garé sous le lampadaire vacillant. En m'approchant, j'ai vu des fissures en toile d'araignée sur le pare-brise. Le verre scintillait sous la lumière. Un bout de papier plié était coincé sous l'essuie-glace. Je l'ai retiré. 2 mots écrits en lettres capitales, lâche l'affaire. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, le mot tremblant dans ma main. L'avertissement n'était pas subtil. Il voulait me faire peur, me faire taire, mais tout ce que cela a fait, c'est aiguiser ma détermination. Le palais de justice de Billings était un bloc de pierre froide et de néon. Le temps que nous entrions dans la salle d'audience, la presse s'était déjà rassemblée à l'extérieur, leurs appareils photo crépitant comme un orage. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde de tension, l'air trop immobile, chaque tour résonnant contre le haut plafond. Ma mère était assise à côté de moi, les mains si serrées que ses jointures étaient devenues blanches. Quand le juge est entré, je me suis levé. Ma voix était stable, les années de pratique au tribunal me guidant alors même que mon cœur battait la chamade. J'ai exposé les preuves, la vidéo de la caméra cachée montrant la main de Jay frappant notre mère, le message vocal où sa voix suintait la menace, les formulaires de transfert notariés, le témoignage de Madame Callahan, la voisine, et les dossiers financiers que Declan avait dénichés. Pièce par pièce, j'ai étalé leur cruauté. J'ai été assis en face de moi dans un costume sur mesure. La mâchoire serrée, les yeux brûlants de rage, à peine masqués par un sourire narquois. Sienna, impeccable dans une robe élégante, a croisé les jambes et a regardé comme si elle était au-dessus de tout cela. Quand ce fut leur tour, la voix de Jay a retenti, douce et assurée. Mon frère m'a toujours jalousé. Il manipule notre mère, transformant sa confusion en mensonge. Ce n'est rien de plus qu'une vengeance. Le regard du juge s'est tourné vers ma mère. Un instant, le silence s'est abattu sur la pièce, et j'ai craint qu'elle ne se réfugie à nouveau dans le déni. Mais alors, elle s'est levée, les épaules secouées, la voix tremblante mais claire. J'en ai assez de me taire. Pendant des années, j'ai cru que la douleur était de l'amour. Je me suis laissé penser que je le méritais. Mais c'est fini. Mon fils m'a fait du mal.
Il m'a tout pris, et on ne peut pas le laisser recommencer. La salle a retenu son souffle. Puis l'audio préparé par Declan a été diffusé par les haut-parleurs, son travail ayant permis de retrouver un appel privé. La voix de Jay a rempli le tribunal, froide et venimeuse. C'est un fardeau. Si elle gèle dehors, qu'il en soit ainsi. Les mots ont fendu l'air comme un fouet. Le visage de Jay s'est vidé de sa couleur tandis que la foule haletait. Avant que le juge ne puisse parler, Sienna s'est penchée vers Jay, oubliant où elle se trouvait. Son murmure a été capté par un micro ouvert. « Est-ce que tu as supprimé le message vocal comme je te l'avais dit ?» Des halètements ont de nouveau parcouru la salle, les journalistes griffonnant furieusement, la galerie bourdonnant. Le juge a frappé de son marteau, rétablissant l'ordre. Sa décision fut rapide et ferme. Il m'a accordé la tutelle temporaire de ma mère, a émis une ordonnance de protection d'urgence contre Jay et Sienna, et a ordonné une enquête complète sur Montana Heritage LLC. Les mots ont résonné comme le tonnerre, finaux et inflexibles. Le masque de Jay s'est fissuré. Il est resté rigide, stupéfait, tandis que le sang-froid de Sienna s'est dissous, ses yeux cherchant frénétiquement une issue. Ma mère s'est affaissée sur sa chaise, des larmes coulant sur ses joues, non pas de peur cette fois, mais de soulagement. À la fin de la séance, les journalistes se sont rués vers nous, des microphones tendus vers mon visage, des flashs crépitants, des questions criées. J'ai protégé ma mère du mieux que j'ai pu, mais même moi, je ne pouvais ignorer le son qui montait déjà au-delà des portes du palais de justice. Sur les réseaux sociaux, une expression avait commencé à se répandre comme une traînée de poudre, #FreezerOut, laissez-la geler. Au moment où nous sommes sortis, le chant de la foule remplissait l'air. Des inconnus tenant des pancartes, leur voix s'élevant, non pas pour juger, mais en solidarité. Mon combat n'était plus seulement le mien. Le silence avait été rompu, et le monde écoutait enfin. Les lumières du studio étaient aveuglantes, plus dures que n'importe quelle lampe de tribunal ou projecteur de police que j'avais affronté. Elles inondaient la scène d'une lueur stérile, ne laissant aucune chance de se cacher. À l'extérieur du bâtiment du Montana Chronicle, la foule s'était rassemblée par centaines, tenant des pancartes faites à la main, scandant par vagues qui montaient et descendaient comme la marée. #FreezerOut s'était propagé au-delà de Billings, au-delà du Montana, prenant comme une traînée de poudre à travers le pays. Maintenant, l'histoire n'était plus seulement la mienne ou celle de ma mère. Elle appartenait à tous ceux qui avaient été réduits au silence dans leur propre foyer. Tessa Brooks était assise en face de moi, calme et posée, ses notes empilées mais intactes. Elle n'en avait pas besoin. L'histoire avait pris son propre élan. Alexander, a-t-elle commencé, sa voix perçant la tension. Ramenez-nous à cette nuit-là. Qu'avez-vous vu en trouvant votre mère? Les caméras ont pivoté, capturant mon visage en gros plan. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai conduit 320 km dans un blizzard. Quand je suis arrivé, elle était devant une station-service, pieds nus, grelottante, le visage couvert de bleu. Et ce n'était pas un accident. Mon frère et sa femme l'ont mise là. Ils l'ont battue et jetée dehors dans la tempête. Ma voix a vacillé, mais je ne l'ai pas laissée se briser. Elle serait morte de froid si quelqu'un ne l'avait pas trouvée. Ce n'est pas une famille. C'est de la cruauté. Un silence est tombé dans le studio et même à travers la vitre, je pouvais entendre l'immobilité étouffée de la foule à l'extérieur. Tessa a hoché la tête, puis a lancé la séquence. Sur le moniteur, ma mère est apparue, assise sur la chaise du motel, la voix tremblante. Je croyais que la douleur signifiait l'amour, a-t-elle confessé, ses mains agrippant la couverture autour de ses épaules. Je pensais que si je l'endurais, il resterait. Mais j'avais tort. Les mots ont ouvert une brèche. Ma poitrine s'est serrée tandis que le public haletait doucement. Leur silence était plus puissant que des applaudissements. Puis est venu le son qui allait tout changer. La fuite de Declan, parfaitement synchronisée, a été diffusée par les haut-parleurs. La voix de Jay, basse et venimeuse, a rempli l'émission. C'est un fardeau. Si elle gèle dehors, qu'il en soit ainsi. L'effet a été immédiat. Les journalistes dans la galerie ont explosé, tapant furieusement, les appareils photo crépitants. Des halètements ont résonné à l'extérieur, suivis de chants qui sont devenus plus forts, plus en colère. Mes poings se sont serrés sur mes cuisses, mon pouls martelant. Le pays entendait la vérité, sans filtre. Comme si cela ne suffisait pas, la voix de Sienna s'est glissée dans la diffusion, captée par un micro ouvert plus tôt dans la journée.
Je t'avais dit de supprimer le message vocal. Ses propres mots la trahissaient, confirmant le complot pour tout dissimuler. Le public a rugi de colère, la foule à l'extérieur martelant les fenêtres du studio. Et puis, au milieu de tout cela, une alerte info a clignoté en bas de l'écran. Montana Heritage LLC, l'empire chéri de Jay, s'était effondré. Un contrat majeur avait été annulé. Les investisseurs s'étaient retirés et Caleb Holt avait retiré sa participation, faisant maintenant face à une enquête fédérale pour fraude et exploitation de personnes âgées. Le studio a bourdonné de choc alors que l'annonce défilait sur les prompteurs. Même Tessa, posée et expérimentée, a haussé les sourcils d'étonnement. Je suis resté immobile, chaque nerf de mon corps électrique. La vérité n'était plus quelque chose que je portais seul. Elle était là, irréversible, inarrêtable. Les lumières vives au-dessus de moi ne ressemblaient plus à un interrogatoire. Elles ressemblaient à la lumière du soleil. Quand le segment s'est terminé, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu brillait sur l'écran. Il est temps que tu disparaisses. Ce n'était pas un bluff griffonné sur un bout de papier. C'était une menace intentionnelle. Mon histoire avait atteint la nation, et maintenant, les enjeux m'avaient atteint. Mars a apporté un lent dégel, la neige se retirant en bambou le long des routes. Je suis retourné à la maison des Kane avec un shérif adjoint à mes côtés et l'ordonnance du tribunal dans ma mallette. La maison avait la même apparence de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle était vide, comme une scène après que le rideau est tombé. L'odeur de désinfectant s'accrochait au mur, âcre et futile, comme si le nettoyage pouvait effacer ce qui avait été fait là. J'ai franchi le seuil, l'ordonnance à la main. C'était le moment que j'attendais, non pas la vengeance, mais la clôture. Les papiers m'accordaient la tutelle permanente de ma mère et de Luna, ainsi que le dédommagement que Jay avait été condamné à payer. La famille qu'il prétendait avoir construite appartenait désormais aux personnes qu'il avait tenté de détruire. J'ai été déjà à l'intérieur, faisant les 100 pas, son costume froissé, ses cheveux en désordre. Ses yeux brûlaient quand ils m'ont trouvé. « Tu crois que tu as gagné ?» a-t-il craché. « Tu as détruit cette famille. Tu l'as déchirée. » J'ai répondu à sa fureur par le calme. « Je n'ai rien détruit. Je reconstruis ce que tu as brisé. » Puis est venue la plus petite voix de la pièce. Luna, debout en haut de l'escalier, agrippant la rampe à deux mains. Sa voix tremblait mais a traversé le silence. « Je veux vivre avec oncle Alexander. Je suis fatigué. » Le poids de ces mots est tombé comme une pierre. Le visage de Jay s'est décomposé, la fureur se transformant en quelque chose de fragile et de désespéré. Il s'est élancé vers elle, mais les adjoints sont intervenus, le retenant. Il s'est débattu en criant « Elle est à moi. Tu ne peux pas me la prendre !» La porte d'entrée s'est ouverte, et d'autres officiers ont fait irruption. L'ordonnance de protection avait été violée au moment où il s'était approché de ma mère et de Luna. Ils l'ont menotté alors qu'il hurlait, sa voix rauque de rage. Sienna se tenait figée, les yeux vides, le mascara coulant sur ses joues. Elle n'a rien dit pendant que son mari était emmené, son silence plus fort que ses cris. Alors que les officiers fouillaient la maison, l'un d'eux a appelé depuis le sous-sol. Ils ont remonté un disque dur, poussiéreux et dissimulé sous une lame de plancher lâche. Une fois consulté, il a révélé des contrats, des documents falsifiés, une série de noms au-delà de celui de ma mère, d'autres victimes âgées dont les vies avaient été dépouillées de la même manière. L'affaire ne concernait plus seulement ma famille. C'était devenu un réseau criminel, et Jay en était le centre. Cette découverte a scellé son destin. Il ferait face non seulement à un jugement civil, mais aussi à des poursuites pénales, probablement des années de prison. Sienna, privée de son statut social et de ses liens professionnels, s'est effacée dans l'isolement. Caleb Holt a été démis du conseil de l'immobilier, faisant face à ses propres accusations fédérales. La toile s'est entièrement dénouée. Pour nous, la guérison a commencé dans une maison de location dans une rue calme de Billings. Les murs étaient nus, les pièces petites, mais la lumière entrait par les fenêtres avec une chaleur que nous n'avions pas connue depuis des années. Ma mère a planté des jonquilles dans le jardin avec Luna, agenouillées dans la terre dégelée, leurs mains couvertes de terre. Elles fleuriront même après les hivers les plus froids, lui a dit ma mère. Un soir, j'ai trouvé une lettre pliée soigneusement sur la table de la cuisine, de l'écriture de ma mère. Tu ne m'as jamais laissé geler 2 fois. J'ai fait le mauvais choix avant. Je le vois maintenant. Pardonne-moi. Je n'ai pas eu besoin de la relire.
Le sens vivait dans la façon dont elle me regardait maintenant. La façon dont elle a accroché la photo de famille restaurée de 1999 au-dessus de la cheminée, cette fois avec moi dessus. J'ai poursuivi mon travail, non plus seulement en tant qu'avocat, mais en tant que militant. Des emails affluaient de tout l'État, d'inconnus écrivant « J'ai été votre mère un jour » ou « Merci de m'avoir donné une voix ». Chaque message me rappelait que ce combat était plus grand qu'une seule famille. Un matin de mars, je me tenais sur le porche avec une tasse de café, l'air vif mais pas cruel. Des enfants marchaient vers l'école, leur rire flottant dans la brise. Dans le jardin, Luna courait après les premières pousses vertes de jonquilles perçant le sol. Ma mère regardait par la fenêtre. Ses yeux s'étaient adoucis, ses lèvres esquissaient le plus léger des sourires. La neige fondait par plaques sur l'herbe et des pétales jaunes se déployaient, têtus et brillants. J'ai murmuré pour moi-même, presque incrédule, la famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont ceux qui t'aident à guérir. Et avec cela, l'histoire s'est achevée, non pas sur la vengeance, mais sur le renouveau. La tempête était terminée. Ce qui restait, c'était l'éclosion du printemps, fragile mais féroce, la promesse que même ce qui est gelé peut retrouver la vie. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, cela semble encore irréel parfois. Je revois dans ma tête le trajet à travers le blizzard. La façon dont la neige avalait la route et dont le silence me pressait la poitrine. Je me souviens du moment où j'ai vu ma mère près de cette station-service, pieds nus, meurtrie et tremblante, et comment quelque chose en moi s'est brisé. Cette image ne me quittera jamais. C'est le moment où j'ai réalisé que le silence peut tuer tout aussi sûrement que la violence, et que le prix de l'indifférence est toujours trop élevé. Pendant des années, j'ai gardé du ressentiment envers ma mère. Je détestais la façon dont elle favorisait la façon dont elle ignorait ma douleur et m'effaçait du cadre familial. Je me disais que je ne reviendrais jamais. Et pourtant, quand l'appel est arrivé, j'y suis allé. Ce trajet ne visait pas seulement à la sauver. Il s'agissait d'affronter tout ce que j'avais enfoui. Le garçon qui avait été poussé dans les escaliers, enfermé dehors dans la neige, à qui on disait qu'il était trop sensible. Il était assis à côté de moi tout le long du chemin. Cette nuit-là, je ne conduisais pas seulement pour la sauver. Je conduisais pour sauver la partie de moi qui avait été réduite au silence pendant des décennies. Les gens me demandent si je regrette d'avoir exposé mon frère, si une partie de moi aurait souhaité laisser les choses en l'état. La réponse est simple, non. La famille n'est pas définie par le sang si ce sang cherche à vous détruire. La famille n'est pas une question d'obligation si cette obligation est utilisée comme une arme. La famille, c'est ceux qui se tiennent à vos côtés dans la tempête, qui vous réchauffent les mains quand vous êtes gelé, qui vous disent la vérité quand les mensonges semblent plus faciles. Selon cette définition, ma famille n'est plus celle des Caïns d'antan. Ma famille, c'est ma mère, qui a finalement trouvé le courage d'admettre la violence. Ma famille, c'est Luna, qui a eu la force de parler quand le silence était exigé. Ma famille, c'est chaque étranger qui m'a contacté pour me dire « J'ai été votre mère un jour » ou « Je connais votre douleur ». C'est ça, la famille. La reconstruction, la guérison, le choix d'être unis. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque personne à qui on a dit de se taire. Elle appartient à chaque victime qui s'est convaincue que la douleur était de l'amour. Elle appartient à tous ceux qui ont été effacés de leurs propres photos, découpés de leur propre histoire, à qui on a dit qu'ils n'avaient pas leur place. Je veux que vous sachiez que vous avez votre place. Votre histoire compte. Votre voix compte. Même si elle tremble, même si elle se brise, même si elle arrive tard dans la nuit après des années de silence, elle compte toujours. Il y a une tentation dans des histoires comme celle-ci de dépeindre la justice comme quelque chose de net, d'imaginer qu'une fois que le marteau du juge tombe, tout est réglé. La vérité est plus compliquée. La justice est complexe. La guérison est lente. Les cicatrices restent. Ma mère porte encore le poids de ses choix. Luna se réveille encore de mauvais rêves. Et je lutte encore avec la colère que j'ai ressentie pendant tant d'années. Mais nous allons de l'avant. Nous plantons des jonquilles dans un sol qui dégèle. Nous laissons entrer la lumière dans des pièces qui ne sentaient autrefois que l'eau de Javel et la peur. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes libres. Si vous écoutez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous emportiez quelque chose avec vous. Le silence est la plus grande arme de l'agresseur. Le briser est le début de tout. Je ne voulais pas raconter cette histoire. Je ne voulais pas revivre le froid, les ecchymoses,
la honte. Mais si la partager signifie qu'une personne trouve la force de sortir de l'ombre, alors chaque mot en valait la peine. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché de quelque manière que ce soit, s'il vous plaît, faites-moi savoir que vous êtes là. Commentez, j'écoute, ci-dessous ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul suffit pour continuer. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Cela peut sembler anodin, mais votre soutien permet à des histoires comme celle-ci d'être entendues par plus de gens. Des gens qui pourraient avoir désespérément besoin d'entendre qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas à blâmer, qu'il existe une issue. Je suis Alexander Kane. Ma famille a essayé de congeler ma mère hors de sa propre vie, mais nous avons survécu. Nous avons reconstruit. Nous avons guéri. Et si nous le pouvons, vous le pouvez aussi. Alors, merci d'avoir écouté, d'avoir regardé, d'être ici. Merci de nous aider à transformer une histoire de cruauté en une histoire de courage. Et rappelez-vous, même la terre gelée fleurit quand le printemps arrive.